Alors bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux au boudoir pour cette rencontre avec François Bégodeau. Première chose, je remercie le boudoir pour nous accueillir, donc merci Dalila. Et donc nous accueillons François Bégodeau pour une rencontre qu'on a démarrée il y a 2 jours à Ajaccio. Après on l'a amené à Corté. On fait une petite halte en Balagne ce soir et on termine demain à Bastia, où en plus on aura la chance d'avoir également Éric Chauvier avec nous pour une rencontre qui s'avère fort passionnante, je pense. François, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir que tu acceptes déjà. Et plaisir confirmé au-delà de nos espérances par rapport aux 3 jours qu'on vient de passer ensemble. On t'accueille dans le cadre. Alors, je fais un bref historique. On a contacté François il y a à peu près 1 an et demi. Et on voulait le faire venir dans le cadre de la sortie de son film documentaire autonome, qui est sorti donc en septembre 2020. Entre-temps, il y a eu des trucs, des événements un peu de maladie, je sais pas quoi, des maux de tête. Et donc on a dû repousser, évidemment. Entre-temps, une nouvelle actualité pour François Bégodeau, la sortie d'un nouveau livre qui est paru en septembre de l'année dernière cette fois et qui nous a obligés à changer notre fusil d'épaule et de l'accueillir, le plaisir est le même, hein, pour donc cet essai, Notre Joie, qui est sorti donc en septembre de l'année dernière. François a accepté tout de suite, il s'est même pas posé de questions, d'ailleurs ça m'a assez surpris, peut-être parce qu'on t'a dit on aimerait faire venir Lordon. Alors tu t'es dit, bon, a priori, c'est des mecs plutôt sympas. Je vais dire oui. Donc, Notre Joie, cet essai, donc c'est le dernier livre, à aujourd'hui en tout cas, qui est sorti, puisque, petit privilège, dans 10 jours sort son prochain roman, Ma Cruauté, que je suis le seul à posséder. Donc c'est un roman. Donc je vais présenter brièvement François pour ceux qui ne connaissent pas ou qui le connaissent seulement sous certains angles. Donc François Bégodeau, romancier, essayiste, scénariste, auteur de bande dessinée, critique littéraire, critique de cinéma également. Tu tiens un blog qui s'appelle La Gêne Occasionnée. Un podcast, pardon. C'est plus un podcast. Hein. Donc, un auteur complet. Un artiste complet. François Binet. Alors. Et donc, Notre Joie, pour ceux qui n'ont pas lu, puisque je vais démarrer sur la base du livre, forcément. Donc, Notre Joie, cet essai qui est la suite, en quelque sorte, d'un essai précédent, qui t'a d'ailleurs rendu très populaire auprès d'une population qui ne te connaissait pas nécessairement en tant que romancier. Donc, Histoire de ta bêtise, qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été un vrai succès critique, public, et qui parlait d'un personnage, qui est... d'ailleurs, c'est le début de la 4e de couve, tu es un bourgeois. Voilà. Et qu'est-ce que c'était quoi en fait ce livre, Histoire de ta bêtise, François, juste quelle était la démarche quand tu as écrit ce livre? En fait, je le racontais d'ailleurs à l'instant là en faisant une petite interview. Tout est venu d'une éditrice de chez Pauvert, là, donc qui appartient à Fayard, avec laquelle que j'avais croisé. On avait travaillé ensemble parce qu'elle était attachée de presse à une époque. Bref, donc on était devenus un peu copains et elle est venue me voir, je crois, en 2017. C'était juste après les élections.
présidentielle précédente. Et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu écrives un livre sur le macronisme. En fait, elle m'a dit, je cherche un type de gauche qui pourrait écrire sur le macronisme. Et autour d'elle, parce qu'elle est dans un certain périmètre sociologique, elle n'avait pas beaucoup de gens de gauche, quoi. Donc elle en avait un. Il faut toujours avoir un ami de gauche, quoi, comme un ami noir. Et donc elle m'a dit, je pensais à toi, quoi. Et là-dessus, je lui ai dit, écoute, non, moi je vais pas écrire un truc sur Macron, le macronisme, ça me paraît, c'est pas un sujet digne de moi, quoi. C'est beaucoup trop étroit. Et je lui ai dit, je vais écrire plutôt sur la classe dont il a été le représentant spectaculaire, quoi, qui est la classe bourgeoise. Et en fait, ça croisait, comme souvent d'ailleurs, c'est souvent comme ça que naissent les livres, c'est toujours à l'intersection, au croisement d'une contingence, cette demande d'éditrice, et d'un truc beaucoup plus structurel, beaucoup plus sur le long terme, quoi. Parce qu'en fait, ça faisait une bonne dizaine d'années que je ruminais un livre qui essaierait de refaire droit à cette notion, à cette classe, à cette catégorie que je trouvais un peu passé de mode. Enfin, en tout cas, le signifiant bourgeois était un peu évacué quand même dans les débats publics depuis quelques années. Donc ça faisait longtemps que je méditais un livre qui essaierait de faire l'analyse la plus précise possible du corps bourgeois contemporain, quoi. Le corps bourgeois, c'est-à-dire comment il se comporte, qu'est-ce qu'il dit, où est-ce qu'il se situe, voilà. Et donc j'ai saisi l'occasion qui était offerte par cette éditrice pour faire ce livre. Donc j'avais emmagasiné pas mal d'observations sur cette classe que j'étais amené à fréquenter, ne serait-ce que parce que j'en fais un peu partie moi-même. Et donc j'y avais eu accès, notamment à une certaine bourgeoisie culturelle, par exemple, que je commençais à bien connaître depuis 15 ans, que je zonais dans le champ culturel. Et donc voilà, je suis parti là-dessus. Je crois que le tutoiement comme principe rhétorique m'est venu très tôt, qui était un pari acrobatique, hein, parce que je pense que rhétoriquement et musicalement, ça marche très bien, le tutoiement. Chose qu'on connaît très bien dans le rock et aussi dans d'autres formes d'expression populaire. Mais le rock que je connais particulièrement bien a beaucoup fait ça. C'est le you anglais qui s'adresse comme ça à une sorte d'interlocuteur pour un peu l'interpeller, le chambrer, se foutre un peu de sa gueule. Et là, à partir du moment où j'ai trouvé ce tu, j'avais la ligne musicale en quelque sorte du truc. Après, tout l'enjeu était de dire des choses les plus précises possibles tout en maintenant la généricité de ce tu, parce que ce tu se voulait embrasser une classe, et une classe, c'est beaucoup de gens quand même. Donc évidemment, c'est toujours un peu périlleux parce qu'il y a des notations que tu vas faire qui vaudrait peut-être pour un certain pan de la bourgeoisie, mais pas pour l'ensemble de la classe, quoi. Donc c'est un peu le code, c'est le contrat de lecture de ce livre. Il faut qu'à chaque page, le lecteur se demande est-ce que ça correspond à ce que moi j'ai observé de la bourgeoisie, est-ce que ça correspond à quelque chose de moi-même si je me considère comme bourgeois. Et le livre, évidemment, avait ce côté un peu piégeux, je dirais. J'avais l'impression de tendre un piège au lecteur, un piège amical, mais un piège quand même, qui était, évidemment, si le lecteur se reconnaissait, il avait perdu, quoi. Alors, évidemment, ce contrat un tout petit peu tendu avec le lecteur a suscité parfois beaucoup de colère de la part de certains lecteurs. Et puis parfois beaucoup d'adhésion de la part d'autres. Enfin voilà, c'est un livre qui a été beaucoup discuté, qui a fait l'objet de beaucoup d'aversion, de sympathie. Mais comme souvent d'ailleurs, dès lors qu'un livre accède à une certaine visibilité, alors il rentre dans une zone d'eau trouble où on s'en prend plein la gueule, et en même temps il y a aussi des manifestations de sympathie. Ça m'était déjà arrivé sur 2 livres précédemment, quand tu rentres vraiment au-delà de 10, 20 000, 30 000 avec un peu de visibilité. Tu rentres dans cette zone très très confuse, très chaotique, où il se dit à peu près tout et son contraire sur ce que tu as écrit. J'avais écrit, j'ai eu un gros succès avec Entre les murs. Le livre s'était vraiment beaucoup vendu, même avant le film d'ailleurs. Et puis j'ai eu un deuxième succès avec La blessure la vraie, qui était un roman que j'avais sorti en 2011. Qui est un roman relativement inoffensif d'ailleurs, sur lequel j'ai moi-même pas beaucoup d'avis. Je ne sais pas du tout si j'aime ce roman ou pas. Enfin, ce truc a eu un succès comme ça que j'ai toujours pas compris. Et alors j'entendais plein de trucs sur ce livre, voilà, que ça m'a... Non, le livre a suscité une vraie sympathie générale, quoi. J'ai jamais bien compris pourquoi. En revanche, on lui faisait dire tout un tas de choses que j'avais pas du tout l'impression d'y avoir mis. Mais bon, ça c'est un peu le lot commun. C'est ce que je dis au début de Notre Joie, d'ailleurs, puisqu'il repose sur une sorte de malentendu entre mon interlocuteur et moi. Je fais une petite théorie là au départ, 2-3 paragraphes, c'est pas une théorie d'ailleurs, mais une petite incise sur on sait bien que
un livre, ça suscite toujours le mal entendu. On entend toujours un peu mal. La façon dont un livre est compris par un lecteur ne coïncide jamais strictement avec ce que l'auteur a pensé y mettre. Et j'ajouterais immédiatement, tant mieux. Tant mieux. Puisque si les lecteurs comprenaient absolument et strictement le livre tel que l'auteur voudrait qu'on le comprenne, comment dire, ça serait très, très restrictif. Il ne se passerait pas grand-chose dans la vie d'un livre, quoi. Donc c'est très très bien ces malentendus, ces petits hiatus qu'il y a. Alors parfois, il se trouve que le malentendu tourne au contresens. Et là, je m'énerve. Mais c'est aussi c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut accepter ça quand on publie des livres. Donc tu dis, il a suscité à la fois, celui-ci, Histoire de ta bêtise, il a suscité à la fois de la colère de certains et l'adhésion de beaucoup d'autres. L'adhésion de beaucoup d'autres, c'est d'ailleurs une partie d'un public qui t'a découvert finalement. Il y en a beaucoup qui t'ont découvert à travers cet essai. Et le bruit qu'il a fait. La colère, ça t'a coûté entre autres ton poste à Transfuge, puisque tu écrivais des articles et des critiques pour Transfuge. Bon, on comprend en quoi ce patron t'a viré, puisque finalement, comme tu le dis, c'est précisément cette classe-là dont tu parles dans ce livre. Et parmi ceux qui ont adhéré, justement, il y a des gens avec cette confusion, notamment, comme tu dis, on interprète, après chacun interprète, et il prend ce qu'il a envie d'y prendre. Et suite à ça, ça donne notre joie. Alors notre joie, en fait, ça part d'une rencontre, comme un peu ce soir, pas dans le même quartier, a priori pas avec le même public, et tu fais une rencontre publique, donc à Lyon, et dans le public, il y a un individu, un jeune, 25-30 ans, ça, que tu nommes M, pour pas le citer, enfin, tu ne le cites pas, il le cite pas tout de suite, mais on découvre un peu plus tard dans le livre qui est M. Donc M est un jeune de 25-30 ans qui est avec ses potes, et à la fin de cette rencontre, il te propose de venir boire des coups en te disant cette formule que moi-même j'ai eu à prononcer. François Bégodeau, vous êtes mon idole et je suis votre plus grand fan. Enfin, en tout cas, je suis fan de ce que vous écrivez, etc. Et toi, très vite, tu te rends compte d'une confusion et qui est le point de départ de ce livre, puisque là, tu avais quelque chose d'incarné, comme tu dis, tu prends le réel pour pouvoir écrire tes livres. Tu peux nous dire c'est quoi en fait cette confusion, et parce que j'ai pas dit qui était M en fait. Enfin, quel est ce personnage, d'où vient-il, que veut-il? Avant que j'aille à cette rencontre à Lyon, qui était organisée par une librairie anarchiste, mais qui s'était un peu délocalisée pour avoir une salle un peu plus grande, un ami lyonnais m'avait dit tiens, tu seras en plein quartier identitaire. Et c'est un truc dans le vieux Lyon où en gros les identitaires, qui s'appellent eux-mêmes comme ça d'ailleurs, tiennent des cafés. Il y a une espèce de guerre des cafés un peu entre les antifas, et il se passe des choses à Lyon assez brutales entre les antifas et les identitaires. Voilà, on est comme ça. Et donc moi j'étais prévenu. Bon, mais cela dit, la rencontre s'est faite. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était donc un public plutôt rallié. Enfin comment dire, je veux dire, on pourrait dire globalement de gauche radicale, quoi. À l'image, au diapason de la couleur politique de la librairie qui m'invitait. Mais oui, j'avais repéré dans le public, il y en a un notamment à un moment qui m'avait posé une question dont le libellé dit à peu près tout sur, je dirais, la parcimonie rhétorique qu'utilisent souvent les identitaires. Il m'avait posé une question comme ça, il m'avait fait comme ça, et l'identité, voilà. Et j'ai dit, t'as pas une phrase, t'as pas un verbe, parce que moi là, a priori, comment te dire, mais vraiment, c'est authentique. Et je lui ai dit, l'identité, non. Voilà. Et donc là, gros échange, quoi, tu vois, assez musclé, quoi. Mais donc j'avais repéré dans le public, j'ai dit tiens, le mec qui se planque derrière le pilier, ça peut-être une petite bande, telle que mon pote m'avait dit qu'il y en aurait sans doute. Bon voilà, mais ça me choquait pas plus que ça, quoi. Je m'en foutais en fait. Et puis voilà, bon donc après, il y en a un qui m'aborde à la fin, que j'appellerais M, et puis qui me propose des coups, on va boire des coups. Je me rends compte que lui est plutôt du périmètre identitaire, je me rends compte qu'il est... S'il y avait qu'un intellectuel à retenir de tous les intellectuels qui l'ont un peu influencé, ça serait Alain Soral, clairement. Je reconnais d'ailleurs des éléments de langage du soralisme, quoi, que je connais un peu, que j'ai suivi. Je vois bien un peu ce que raconte Soral depuis 15 ans.
depuis plus d'ailleurs, mais notamment depuis 15 ans. Donc voilà, je me rends compte que mon fan number one est l'extrême droite, ce qui est une espèce de truc pas dégueulasse, quoi. Enfin, moi, ça m'amuse, hein, plutôt. Moi, je suis plutôt taquin. Ça m'excite, en fait. Je le dis dans le livre. Je dis, moi, je me suis dit, tiens, tout de suite, la soirée, elle est gagnée, quoi. On va passer une bonne soirée, on va s'engueuler, il va y avoir d'attention. Bon, mais par ailleurs, il m'intéressait. Pourquoi ? Parce que ça faisait quelques années, bien avant Histoire de ta bêtise, d'ailleurs, mais dans ma vie, je dirais dans ma vie à moi, quoi, pas ma vie publique, que j'avais croisé des profils semblables. J'avais croisé, en fait, et ça commençait vraiment à me travailler, j'avais croisé des jeunes gens de 20, 25 ans, le neveu d'un ami, tel jeune que je peux rencontrer à telle ou telle occasion, je sais pas, dans une rencontre en BTS, je dis des exemples, et qui était profilé comme ça, quoi. Je me rendais compte, et je m'étais souvent fait la remarque que le même profil, il y a 20 ans, aurait traduit politiquement sa colère, aurait donné à sa colère ou à son mécontentement de l'état des choses une traduction politique très clairement à gauche. Or, je me rendais compte que ces jeunes gens que je croisais, qui étaient un peu moins à leur âge, il y a 30 ans, quoi. Et bien simplement, eux donnaient une traduction politique à leur colère qui était plutôt du côté des schémas identitaires, des schémas culturels, etc. Là où on mettait en avant plutôt les classes sociales à une époque, le rapport social, la question sociale, la structuration sociale de la société, eux vont plutôt nommer le problème en des termes identitaires. Le problème serait donc entre l'identité française et les gens qui lui veulent du mal, qui sont en train de l'intoxiquer de l'intérieur, etc. Enfin, on le connaît bien. On baigne suffisamment dans ce genre de théorie. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc j'avais remarqué ça, et en fait, donc j'étais pas très surpris par lui. Je me suis dit, tiens, en voilà un autre, en voilà un nouveau, quoi. Et donc je connaissais ces éléments. J'avais longtemps discuté avec l'un d'eux une fois, je me souviens, le neveu d'un ami dont je parlais. Et je retrouvais, tu vois. Alors, à chaque fois que j'ai eu affaire à ces jeunes gens, mon premier sentiment est une immense tristesse, en fait. C'est pas du tout la colère, c'est pas du tout, ah mais quelle bande de connards, hein. C'est pas ça, jamais. C'est la tristesse. C'est que je sens qu'il y a là une énergie qui se gâche. Et elle se gâche de deux manières pour moi. Elle se gâche évidemment pour la gauche. C'est des énergies perdues pour, je dirais, des forces politiques qui ont ma sympathie. Mais ça, à la rigueur, peu importe. En tout cas, c'est pas. Je trouve qu'elle se gâche toute seule, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi des cerveaux gâchés. C'est-à-dire que pour moi, ils s'embarquent dans des sillons analytiques qui sont pas les bons et qui les restreignent, enfin, j'ai vraiment cette impression-là d'un corps qui se gâche, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est toujours un peu mon critère, mon première évaluation. Tu vois, mais a-t-on affaire à quelqu'un qui actualise sa puissance ou à quelqu'un qui, au contraire, est dans le déni de sa propre puissance et donc s'embarque dans des trucs qui le rendent moins talentueux qu'il n'est. Voilà. Et c'est vraiment l'impression que j'ai avec M. C'est quelqu'un qui vraiment aurait tout pour... il a une vraie curiosité des choses, il bouquine un peu, il s'intéresse à des trucs, et puis par ailleurs, il a des nœuds affectifs intéressants, quoi. Simplement, il se vautre en traduisant tout ça dans une sorte d'apologie de l'identité, qui est une impasse pour lui avant toute chose. Hein. C'est pas une impasse pour la France, c'est une impasse pour lui. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le livre, il n'y a pas d'élément d'inimitié entre M et moi. Il y a plutôt une désolation. Moi, je le quitte, je suis plutôt navré, quoi, en fait. Bon, chose qui s'est confirmée par la suite, d'ailleurs, parce qu'on a gardé contact et il y a un moment, il m'a vraiment navré, quoi, parce que je le voyais tourner en rond, toujours en boucle, toujours dans les mêmes choses. Et j'ai coupé les ponts. Je dis, on arrête maintenant de communiquer, c'est plus possible, quoi. Tu vois bien, tu me dis exactement ce que tu me disais ce soir-là, il y a 2 ans. Et j'ai vraiment l'impression comme ça d'une boucle. Quelqu'un qui est en boucle. Ce que je décris par ailleurs dans un autre personnage que j'appelle S, initial toujours, pour le masquer un peu, que j'ai croisé à peu près au même moment, et qui tient un café, qui est vraiment un brave mec, mais alors qui est en boucle, quoi, qui ressasse, qui rabâche, et qui rabâche toujours les mêmes trucs, qui rabâche une sorte de d'aigreur ressentimentale vis-à-vis des bien-pensants, alors ça c'est la gauche, vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des trucs, et les féministes, blabla, et les gna-gna-gna, et il est en boucle, et il regarde des vidéos toute la journée, et lesquelles vidéos alimentent sa propre boucle, et je voyais quelqu'un, mais c'était physique, je le voyais derrière son comptoir, je le voyais, mais vraiment... faire les 100 pas comme ça, tourner, aller et venir. Et pendant les 48 heures où on s'est fréquenté, parce qu'il m'avait invité à parler dans son café où il fait des petites conférences, mais on n'a pas communiqué, en fait. Il était, lui, dans le ressassement. Et moi, je l'ai écouté ressasser, et je suis reparti épuisé. Ce type m'a épuisé, et je pense qu'il s'épuise tout seul. Donc moi, j'ai plutôt
c'est toujours un peu condescendant de dire les choses comme ça, mais j'ai plutôt l'impression de gens en perdition en fait. Voilà. J'ai pas l'âme de les sauver par ailleurs, du tout. C'est pas du tout mon truc. Ils se démerdent. Et puis c'est quand même des adversaires politiques, donc je ne veux pas non plus, je suis pas assez chrétien pour aller sauver Éric Zemmour, quoi. Je pas autre chose à foutre, quoi. Mais c'est plutôt, voilà, c'est ça, c'est des gens qui m'attristent énormément, en fait, beaucoup plus que, tu vois, une sorte d'hostilité, celle qu'on voue d'habitude à ce camp-là quand on n'en est pas. Ça, l'extrême droite, ce serait des méchants, pour moi, c'est pas des méchants, des gens paumés, je pense. D'ailleurs, en disant ça, là, par rapport à ta toute dernière phrase, il t'a été beaucoup reproché sur ce ça m'étonne. D'aimer les Ramones. Commence pas, parce que ça va finir. Il t'a été beaucoup reproché là, sur cet exemple précis, par des partisans de la gauche radicale, simplement d'accepter la discussion, l'échange, avec des individus d'extrême droite, ou en tout cas identitaires, ou en tout cas pas du même bord. Et deux petites questions toutes simples, c'est qu'est-ce qui fait que toi, François Bégodeau, tu acceptes sans problème de discuter avec ces gens-là? Et plus largement, à ton avis, pourquoi la gauche radicale te reproche, enfin pas tout le monde évidemment, mais certaines figures, en tout cas de la gauche radicale, te reprochent cette démarche? Comment prendre cette vaste question pour rester simple? Il y a plusieurs éléments que je pourrais dire rapidement. Premièrement, moi j'ai un goût pour la discussion, donc dès que ça peut discuter, je discute. Et donc même si c'est un type d'extrême droite, j'y vais. Deuxièmement, j'aime pas beaucoup la morale. La morale, on peut pas vraiment s'en départir. On a toujours des positionnements moraux, il faut être honnête. Mais ce que j'aime pas, c'est quand la morale prend toute la place. Et qu'on se donne comme ça des interdictions morales qui vont gouverner nos vies. Donc par exemple, je ne parle pas avec l'extrême droite. J'ai aussi une réticence, je dirais, analytique et, disons... analytique, c'est-à-dire, chose que j'ai souvent dit par rapport à cette vieille question qui anime toujours la gauche radicale, ou la gauche tout court d'ailleurs, c'est est-ce qu'on parle avec? J'ai dit, mais où est-ce que tu mets le curseur, quoi? À partir de quel moment je peux plus parler, en fait? Il est où le mot d'ordre, la gouvernance, comme ça, morale, là, c'est quoi? Donc je peux pas parler avec Soral, par contre je peux parler avec Wauquiez? Pourquoi? Bon, c'est quoi l'interdit? Alors peut-être, oui, alors il est antisémite. Alors, bon, donc en fait, quand les gens sont antisémites, on peut pas parler avec eux. Ouais, ça fait beaucoup de gens avec qui on ne peut pas parler, hein, ou, ils sont racistes, donc on peut pas. Ça fait beaucoup de gens. Donc moi, ça me va pas du tout. Et je dirais qu'en dernière instance, alors après, il y aurait deux choses à dire. Je pense que à la table qui se constitue ce soir-là, effectivement, il y a quelques anards qui partent en m'insultant, en disant ah, tiens, tu parles avec des faves, connard, quoi. On pensait que t'étais un mec bien, t'es pas un mec bien. Ok. Et ce que je peux entendre, vraiment dans un geste vraiment de mansuétude, vis-à-vis de ceux qui m'insultent, je pourrais dire ce qu'a dit d'ailleurs un youtubeur connu de la gauche radicale, c'est que parfois il y a des luttes concrètes, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, la lutte des bars à Lyon. C'est un peu chaud, hein, il y a de la brutalité, il y a des faves qui vraiment tapent les gens. Et donc, à ce titre-là, toi, Bégodeau, tu débarques un peu, t'es parisien, en tout cas t'es pas lyonnais, tu débarques, ouais, bon, bah voilà, toi tu discutes avec les gens, mais ce que tu sais pas, c'est que leurs potes, ils nous tapent. Donc là, je peux entendre ça. Je peux l'entendre. Je peux vraiment dire, ok, je peux comprendre que ça vous choque un peu, parce que vous savez que c'est les mêmes qui vont vous déloger d'un bar dans 2 semaines. Ok. Mais après, j'ajouterais immédiatement que je crois qu'il faut tout pour faire la gauche radicale, quoi. Et que moi, j'essaie toujours d'apporter ce pourquoi je me sens le plus fait. Et moi, mon truc, c'est que je peux développer quand même des antennes de compréhension de ce camp-là. Je peux essayer d'analyser, de prendre le temps de discuter avec eux, les écouter et disséquer le truc, quoi. C'est pour ça que je fais notre joie, en tout cas les 100 premières pages. J'ai l'impression d'avoir des choses à dire que j'entends assez peu. C'est-à-dire que dire par exemple que l'extrême droite c'est un camp idéaliste, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Voilà. Dire que fondamentalement c'est des gens romanesques, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Et je crois que c'est le cœur de la chose. Dire que fondamentalement leur passion première, c'est pas la haine des Arabes, c'est pas la haine des femmes, c'est pas la haine des PD, c'est la haine du réel. Je l'ai peu entendu, donc j'ai envie de le dire. J'ai l'impression que là, je peux apporter un petit tribut analytique par rapport au tout venant de la parole antifasciste, qui est de dire, en gros, c'est des gros méchants brutaux, moralement absolument abjects, et donc on les aime pas, et donc on les combat. Là, je crois qu'il y a... Bon. Et ça, je le tiens, je pense que ce tempérament que je peux avoir
d'essayer de toujours mettre en avant quels éléments de justesse tu peux tirer d'un truc. Moi, c'est la justesse qui va m'intéresser plus que la morale. Moi, ça me vient du fait que je suis un littéraire. Et en fait, ça c'est un truc qu'on dit rarement d'ailleurs. Les gens qui fréquenteraient la littérature, enfin qui lisent des bouquins, quoi, des romans, machin, de la poésie, ou des cinéphiles par exemple, les cinéphiles qui regardent beaucoup de films. Mais c'est quoi finalement être un cinéphile et regarder beaucoup de films, ou être un littéraire qui lit beaucoup de livres? Mais c'est t'accoutumer au fait que tu vas, de temps en temps, être à l'écoute pendant 200 pages, 300 pages, 400 pages de quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. C'est-à-dire que par exemple, quand tu lis Crime et Châtiment, ou tel autre Dostoïevski, les frères Karamazov, par exemple, qu'un jour peut-être tu arriveras à acheter. Essaie d'acheter les frères Karamazov depuis 3 jours. Non mais en gros, moi j'adore Dosto, j'ai un de mes écrivains préférés, j'ai lu l'essentiel de ce qu'il a écrit, mais c'est un catholique assez tradit, Dosto. D'ailleurs assez antisémite à ses heures, comme beaucoup d'ailleurs de catholiques d'époque. Donc tu rentres dans un imaginaire qui est tout à fait dissonant par rapport à tes bases morales, éthiques, politiques. Céline, évidemment, mais Céline, c'est toujours un peu l'exemple, un peu presque tarte à la crème, j'ai envie de dire, parce que lui, il est vraiment sulfureux, parce qu'il a vraiment dit des choses dégueulasses, vraiment. Donc, je voulais juste... Quand tu lis Balzac, tu lis quelqu'un qui était un monarchiste des années 20, 30, 1820, 1830, il était même pour la restauration, lui. Hein, je veux dire, il trouvait que la monarchie de Juillet, c'était trop mou, quoi. Donc, vraiment, c'est un catholique, monarchiste... on lit Balzac, quoi. Donc on rentre. Donc moi j'ai été habitué à ça. Je veux dire, c'est ça. Et quand t'es, je veux dire, moi en tant que cinéphile, un de mes cinéastes français préférés s'appelle Éric Rohmer. Éric Rohmer, quand on analyse bien, y compris ses textes critiques, c'est un catholique assez traditionnaliste. Hein, je veux dire, voilà. En tout cas, un homme de droite. On peut dire. Ouais. Moi je suis habitué à fréquenter des gens de droite et à les aimer, alors peut-être en montrant à quel point leur œuvre dépasse très largement leur base idéologique. C'est ça l'art aussi. C'est que, heureusement que Dostoïevski ne s'est pas contenté d'épancher son catholicisme tradit, tu vois. Sinon ça aurait jamais donné les démons. Et heureusement que Rohmer a été beaucoup plus subtil et sophistiqué que simplement 2-3 mots d'ordre comme ça de droite réactionnaire. Mais au bout du compte, quand même, tu es habitué à... Voilà. Donc moi, c'est mon habitude à moi, c'est ça en fait. Ce qui fait que moi, ça m'est relativement familier de passer une soirée à écouter un mec qui parle une langue qui n'est pas la mienne, quoi. Et que j'ai tout de suite envie de comprendre. Je vois, mais comment ça marche en fait? Quelle est la clé de M? C'est ça que je cherche dans ce livre. C'est quoi, au fait, la passion première? Et bon, voilà, je donne des éléments de réponse. Donc, de ce point de vue-là, ok, pour réconcilier un peu tout le monde en dernier instant, je dirais, les militants font leur boulot. Et peut-être que quand tu milites et que tu as affaire à des luttes concrètes, par exemple la guerre des bars à Lyon, mais il y en aurait d'autres, tu as besoin de te donner un certain nombre d'interdictions, de marquer, de poser des lignes jaunes. Et donc, on ne parle pas avec les FAF à table, quoi. Je le comprends. J'aimerais qu'il fasse preuve à mon égard de la même compréhension réciproque, de dire que finalement, ouais, François, il n'est peut-être pas strictement militant, mais peut-être que du coup, lui, il est sur autre chose et ça peut nous apporter. Donc lui, il reste avec les FAF prendre des verres et nous, on se lève de table. Et on est hyper complémentaires, quoi. Bon. Et finalement, dans l'histoire, j'ai pu... c'est moi qui bois les bières, quoi. Donc bien fait pour leur gueule. Voilà. J'ai choisi mon camp. Et alors, la gauche radicale, elle n'est pas... un peu également idéaliste dans un sens, et en tout cas tu parles de M comme un idéaliste, mais bon, tu précises dans le livre, mais là est-ce que, puisque tu l'as dit là, tout à l'heure, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là? C'est un idée, en quoi ce sont des idéalistes? Parce que la phrase telle que, hors contexte et sans explication, les mecs d'extrême droite sont des idéalistes. Bon, parce que c'est... pour moi, le terme idéaliste a plutôt une connotation positive, telle que... Mais toi, en quoi tu dis que tu trouves que c'est des idéalistes? Bon, alors, idéaliste a fait partie de ces noms confusionnants pour une raison simple, c'est qu'ils ont un usage courant et un usage plutôt, je dirais, académique. Académique au sens mis au point dans une tradition intellectuelle. Donc l'usage courant d'idéaliste, tout le monde le sait, c'est un synonyme de rêveur, de quelqu'un qui aurait un idéal, qui se contenterait pas de l'existant et qui essaierait de se projeter, de donner un destin à l'humanité un peu plus désirable que l'existant. Moi je me sens pas très idéaliste déjà dans ce sens-là, mais ça à la rigueur c'est l'histoire de tempérament.
Dans philosophie et dans le champ académique, l'idéalisme c'est un truc très précis qui part avec Platon, qui se continue avec d'autres philosophes, qui consiste à poser le primat de l'idée par rapport au réel. Hein, c'est le monde des idées que Platon met en avant comme étant le monde de la vraie vérité. À l'aune de quoi l'ici-bas serait toujours un monde, je dirais, mensonger, falsifieur, etc. Et donc il faut s'ouvrir aux idées pour s'ouvrir à la vérité, en délaissant les contingences terrestres et de la réalité. Donc il y a comme ça une espèce de mépris souverain chez Platon, grand philosophe par ailleurs, de la réalité contingente, quoi. Je crois que le geste inverse de l'idéalisme dans ce sens-là, c'est le matérialisme. C'est faire exactement le contraire. C'est-à-dire, vraiment, moi, je vais regarder un peu l'ici-bas, la contingence, l'empiricité, comme on dit, les corps, comment les gens vivent vraiment, le réel, et puis, éventuellement, je vais monter en théorie. Si je peux. Je vais produire de la synthèse. Bon, voilà, ça c'est plus ma démarche, quoi. Alors pourquoi les gens d'extrême droite, et je dirais pas mal d'autres gens dans le camp que j'appelle libéral autoritaire sont idéalistes? C'est parce que je les vois brasser des idées, et dans une espèce d'indifférence totale au réel. Ne serait-ce que dans leur signifiant clé qui serait l'identité. Ils disent identité, c'est une idée. C'est une idée, voilà. Et puis après tu leur demandes, mais c'est quoi le contenu réel de l'identité? Bah là, il n'y a plus personne. Ou alors ils te parleront de, par exemple, je parlais avec l'un d'eux récemment, qui me disait, mais en fait, quand même, l'identité, c'est quand même intéressant, regarde, par exemple en Corse, on a une identité corse, et je crois que c'était il y a 2 jours à Ajaccio, mais je confonds tout maintenant, parce que c'est une espèce de tunnel de corsitude, très agréable au devant, mais... et je lui disais, mais en fait, pourquoi tu dis pas culture? Pourquoi tu dis pas culture? Bah il me disait, ouais, bah oui c'est vrai, finalement c'est interchangeable, culture, identité. Ah bah moi je lui dis, mais dis culture plutôt. Parce qu'identité, je lui disais finalement dans le terme même d'identité, il y a l'idée d'invariance, hein, il y a l'idée d'une invariabilité, hein, puisque l'identité c'est l'identique à soi-même tout le temps, ça ne bouge pas. Et donc on va promouvoir ce qui ne bougerait pas. Ah ouais, mais du coup une culture c'est pas ça, une culture corse c'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est constitué historiquement. Il y a des sédimentations comme ça de culturel, la gastronomie, quelques pratiques qui sont devenues de la culture, parce que voilà, ça s'est constitué. Il y a une historicité de la culture. L'identité n'a pas d'histoire. Donc il faut vraiment bien trancher entre les deux, quoi. Je pense que là où beaucoup de gens parlent de l'identité, et à juste titre, les Bretons, plutôt ma région, se sont beaucoup battus pour préserver quelque chose de ce qu'ils appelaient leur identité, et par exemple leur langue, et ils ont bien fait. Ils sont bien organisés d'ailleurs, ils ont réussi à sauver ce qui pouvait l'être. Et je m'associe tout à fait à ça, à ce genre de lutte. Pourquoi? Au nom de la diversité, en fait. Moi, j'adore la diversité du vivant. J'adore qu'il y ait plein de langues. C'est magnifique, une langue. C'est un trésor, une langue. C'est un trésor. Donc, c'est vachement beau d'essayer de préserver les langues. Et c'est compliqué. Vu l'hégémonie du français à une certaine époque, et puis maintenant, je dirais, d'une espèce de globish plus ou moins américain ou anglo-américain. C'est compliqué. Donc, voilà, mais moi c'est au nom de la variabilité, et moi j'aime toutes les langues, enfin moi j'aime toutes les cultures, je veux dire, j'aime pas ma culture. Enfin, voilà. Alors le fait de promouvoir sa propre culture, c'est important, puisqu'évidemment tu vas te battre là où t'es. Mais ça, pour moi ça doit s'accompagner d'un geste de solidarité avec toutes les luttes culturelles. Et donc c'est là que ça ne marche plus, cette idée que si je défends ma propre culture, alors si je veux être cohérent, il faut que je défende toutes les cultures dans le même temps, ce qui n'est pas exactement, je pense, l'état d'esprit des identitaires en général. Donc voilà, c'est un exemple parmi mille d'un mot dont on se rend compte à l'examen, l'identité, qu'en fait il n'a pas de sens en lui-même, il n'a pas de contenu. Et que là où ils disent identité, c'est autre chose qu'ils veulent désigner. Mais voilà, alors je pourrais prendre plein d'autres exemples, il y en a plein dans le livre, hein, de mots que me balance M, et je lui dis, mais quel contenu tu y mets? Et je me rends compte qu'en fait, non seulement il n'y met aucun contenu, mais en plus il est tout à fait content qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que ça lui pose aucun problème de prononcer des mots qui n'ont aucun contenu. Le chef-d'œuvre de la soirée étant le moment où je lui dis, mais finalement, c'est quoi finalement? Quand tu dis nous les Français, on a quand même un truc en commun, quoi, qui ferait notre francitude. C'est quoi la francitude? Dis-moi, parce que il me dit c'est la persistance à travers les siècles d'un esprit anti-impérial. Il le dit presque comme ça. Ah, je lui dis, moi ça m'a pas frappé que les Français étaient moi, il m'a semblé voir que quand même la France était un pays impérial. Enfin, il m'a semblé, mais peut-être je me trompe. Mais ça c'était dans le réel. Et donc elle, il s'en fout, c'est pas grave. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'idée. Il adore l'idée qu'il y aurait comme ça une espèce de... Dans la francitude même, un esprit anti-impérial, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Et pour autant, ça lui fait une vie, quoi. Il se raconte cette histoire-là, et c'est pour ça que je dis à ce titre-là aussi qu'ils sont extrêmement romanesques. Je veux dire, voilà,
C'est des gens qui sont... D'ailleurs, ils s'en cachent pas parce que ils ne se cachent pas de... Par exemple, quand ils parlent de l'enseignement de l'histoire, ils disent très volontiers et très explicitement, et là-dessus, ça concernerait Jean-Michel Blanquer, Manuel Valls, autant que Éric Zemmour ou Marine Le Pen, hein, autant, que finalement, le rôle d'un prof d'histoire à l'école, c'est d'enseigner le roman national. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Ils disent roman national. Ah ben non. Ah non, non, pour moi, un prof d'histoire, il enseigne l'histoire. Comment ça s'est passé, autant qu'on puisse en juger, avec parfois des périodes où il y a plusieurs thèses qui s'opposent, donc ça peut être aussi ça, faire de l'histoire, c'est montrer qu'en fait on n'est pas tous d'accord sur, je sais pas, le génocide vendéen, ça s'est passé comment, bon c'est compliqué, voilà. Ça c'est l'histoire. Non, non, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas le réel qu'ils veulent, c'est le roman national, c'est-à-dire montrer, comme ils disent toujours, les... Non mais faut arrêter avec la repentance, quoi, faut montrer que la France, c'est un grand pays, quoi, merde. Donc voilà, Napoléon, quoi, Louis XIV, enfin, de moment on était vraiment dominant en Europe, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils veulent en fait. Oui, ils s'en foutent du réel. Ils s'en foutent de montrer quelle était véritablement, par exemple, quelle était la situation de la paysannerie sous Louis XIV. Ils en ont rien à foutre. Que 90% des gens étaient affamés, ça n'est pas un problème. Il y avait la grandeur de la France, et c'est ça donc qu'il faut enseigner aux petits-enfants, qui donc, ça fera des bons Français, fiers d'être Français, hein, qui arrêtent de se flageller, repentance, parce que voilà, oui, bon, il y a eu les colonies, mais... Est-ce que bon, on peut pas... Non, tu vois, est-ce qu'on pourrait pas solder un peu le truc? Pétain, bon bah Pétain... Oui, c'est vrai qu'il bon, il y aurait des trucs à redire, mais est-ce qu'on est toujours obligé de revenir là-dessus? Monsieur El Kabbach? Moi, je trouve qu'il y a une... Physiquement, il y a un truc... Bah, ça, c'est pas... Ah bah c'est pas venu... Brad Pitt et El Kabbach. Et plus El Kabbach. Ouais, disons que ce serait Brad El Kabbach, moi je dirais. Là, juste par rapport à ce que tu viens de dire, pas sur El Kabbach, hein, mais juste avant sur le roman historique, le roman français, enfin le roman historique, pardon, c'est ce que tu dis dans ton livre. En fait, tu distingues bien ce que ces gens-là notamment ne font pas, l'histoire avec un grand H finalement, le roman, voilà, et l'histoire sans la majuscule, qui est l'historicité, la vraie histoire, quoi, le réel. Du coup, là, je me pose la question, bon, tu l'évoques dans le livre, mais le fait de rester un idéal, ou un idéal, c'est... Qu'est-ce que ça... Pourquoi, finalement? Est-ce que c'est se masquer, si tout à coup, ces types-là se mettent un peu à creuser, ils se rendent compte qu'ils se plantent, et ça les arrange pas? Est-ce que c'est une lacune, finalement, dans la pensée? Et si c'est le cas, dans la réflexion, et si c'est le cas, est-ce qu'elle est due à une lacune intrinsèque au personnage ou une volonté de ne pas savoir? Et ça me fait penser finalement à Histoire de ta bêtise, donc là tu parles plutôt, tu fais une critique du bourgeois. N'y a-t-il pas autour de ça un lien très flagrant entre le fonctionnement de la réflexion et de la pensée, toutefois on peut appeler ça pensée, de M et du bourgeois, comme de S qui est encore un autre. S c'est encore un autre personnage. S et M sont différents, c'est deux choses, c'est deux individus à l'histoire et à l'identité en tant qu'individus différentes. Différents de... Puisque S c'est vraiment, il crache, donc comme tu disais, sur le bobo parisien en fait. Il va dire ouais, c'est bourgeois de gauche, quoi. C'est bourgeois de gauche, voilà, le multiculturalisme, et puis ces bobos de gauche qui nous balancent leur culture, là, leur connaissance, machin, etc. Et en fait, ces trois personnages qui semblent bien distincts, est-ce qu'il n'y a pas ce point commun autour de beaucoup de la bêtise en tant que refus de la connaissance et refus de la pensée? Tu penses bien, ce lien me passionne parce qu'en fait je pense qu'il est aussi au cœur de notre joie pour le coup. J'essayais de faire un lien entre, disons, des différents pôles de... différentes factures de falsification, parce que moi c'est un peu mon grand thème, la falsification, voilà, c'est un peu mon truc, quoi. Alors la falsification c'est pas exactement le faux, parce qu'un faux assumé ça va. Si quelqu'un se déguise en Zorro et tout le monde est au courant qu'il est déguisé en Zorro, eh bien nous pouvons jouir du spectacle de Zorro qu'il va nous donner. C'est ce qui se passe au cinéma, au théâtre, enfin voilà. Nous jouissons du faux en tant que faux. Mais le faux, c'est pas la falsification. La falsification, c'est un faux qui se présente comme le vrai.
Voilà l'entourloupe. Alors moi, où les choses commencent à vraiment me fasciner et m'intéresser, c'est presque d'un point de vue psychologique. On connaît ces choses-là au quotidien, et d'ailleurs tout le monde est plus ou moins sujet à ce genre de déviance. C'est l'auto-falsification. C'est quand on se ment à soi-même. Moi, le mensonge à soi, je dirais, c'est presque mon sujet, quoi. Je dirais roman, essai. Comment est-ce qu'on en arrive à se mentir à soi-même, sachant que tout le monde est concerné, hein. Je pense que je dois avoir ma part de mensonge à moi-même. Il y a sans doute des fables que je me raconte, hein. Et peut-être qu'on pourrait en tirer une espèce de truc un peu essentialiste dont je me méfie, mais pourquoi pas, à titre d'hypothèse, dire que l'être humain serait fondamentalement une créature qui s'auto-falsifie. Ça serait possible de le tenir. Il a une capacité d'auto-falsification que le poulpe a assez peu. Le poulpe peut être un peu joueur, le poulpe est perfide. Le poulpe est drôle, et jamais le dernier pour la déconne, mais je suis pas sûr qu'il ait un pouvoir d'auto-falsification. Ça nous vient beaucoup de cette espèce d'outil dont on est quand même les maîtres dans l'ensemble vivant, et qui est un outil absolument redoutable, redoutablement réversible, qui contient le meilleur et le pire, qui est le plus bel outil du monde et le plus toxique, c'est la langue, quoi. Alors là, avec la langue, vous pouvez tout faire, hein. C'est-à-dire que la langue, je peux dire, voilà, je suis un schtroumpf, je peux dire je suis un schtroumpf. Voilà, je viens de le dire. Je peux le dire. Et il est assez peu, et mon corps n'a pas l'air d'être d'accord avec cette affirmation. Sinon, il y a peu de ressemblance entre un schtroumpf et moi. Et ne me dis pas le contraire. Donc voilà, c'est étrange, cet outil qu'on s'est donné, qui est un outil de communication, dont on se sert à 90% pour communiquer quelque chose. Bonjour madame, je voudrais une baguette. Je communique quelque chose. Salut Michael, passe me prendre à 8h10. C'est une communication. Là, jusqu'ici, tout va bien. Mais on sait bien que la langue peut faire bien d'autres choses. Alors, elle peut produire des fictions extraordinaires qui font le sel de l'histoire de l'art. Mais encore une fois, c'est vraiment l'espace de... C'est l'espace où la vérité, où la fausseté s'avance sous le masque de la vérité. Donc oui, je pense que les identitaires ont une grande capacité d'auto-falsification et de mensonge à soi-même. Et alors la bourgeoisie, je la présentais comme telle. Elle a, je pense que tout son édifice idéologique repose sur des occultations, hein. Il s'agit de masquer des choses, ce que Marx avait très très bien établi. Les gestes fondamentaux de la classe bourgeoise sont des gestes de dissimulation et d'auto-dissimulation, ce qu'on pourrait appeler la pensée magique. La pensée magique consiste, d'une certaine manière, à jouir, par exemple, d'un environnement matériel qui serait celui de l'environnement matériel de mon quotidien, mon appartement, voilà, sans jamais me demander, en occultant sciemment, la chaîne de production, par exemple, qui a mené à cet appartement, les gens qui l'ont construit, combien ils ont été payés, d'où vient la matière, elle a peut-être été extraite dans un pays africain lointain, dans quelles conditions, ma foi, je ne sais pas, et j'aime autant ne pas savoir, parce que je me rendrai compte que ma richesse contient bien de la sueur et bien des souffrances en amont, qui sont les souffrances des travailleurs qui ont mené à cette production. Et puis par ailleurs, comment circule la richesse, quelles sont les plus-values que je peux dégager, c'est-à-dire quel argent je fais dans mon patrimoine, par exemple, qu'est-ce que je dois véritablement à mon travail et qu'est-ce que je dois à l'héritage ou à des héritages un peu biaisés ou à, disons, la spéculation, c'est-à-dire de l'argent qui a été produit par de l'argent. J'aime autant pas trop regarder ça de près, parce que, évidemment, ça finirait par me faire mal, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours une petite sympathie pour le bourgeois impénitent, moi. J'aime bien le bourgeois éhonté. Celui qui n'a pas peur de dire, je suis un connard, je suis un salaud, je suis vraiment assis sur un tas d'esclaves, mais je le sais, écoute, que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire, j'ai gagné, j'ai joué, c'est moi qui ai gagné, Balkany, respect, parce que le mec a jamais... En fait, il se défend, il dit non, pas du tout, c'est pas vrai qu'on a pris 3 millions de ce qu'on devait au fisc ou ailleurs. Donc il se défend parce qu'il veut pas prendre trop de prison quand même. Mais je crois qu'en fait, il se défend... c'est tout juste, même s'il frime pas un peu. Il y a un côté, une espèce d'apologie du banditisme chez lui. Enfin, je pense qu'il a une espèce d'imaginaire comme ça. Ouais, ça me le rend sympathique. Quand la bourgeoisie, disons, confesse elle-même, enfin confesse, non, mais proclame et s'autoproclame comme une classe de bandits, moi j'aime bien. Par contre, la falsification, ça c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que cette classe, au contraire, qui est une classe qui produit de la violence quand même, hein, produit de la violence structurelle, ou alimente, ou en tout cas entérine la violence existante sociale,
se part de tout un tas comme ça, d'une pellicule de bien-pensance, ou en tout cas de mots extrêmement euphémistiques, de tout un tas d'éléments de langage comme ça, mielleux, ça c'est vraiment insupportable. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui énerve fondamentalement la population, quoi. Pourquoi est-ce que la classe bourgeoise est quand même assez détestée? Peut-être pas autant qu'il faudrait d'ailleurs, mais en tout cas il y a une vraie hostilité à son égard. Mais c'est pas tant d'ailleurs du fait de sa position en tant que telle que du fait de la patine comment dire, d'auto-justification et de tromperie verbale dont elle entoure ces exactions, enfin, en tout cas les inégalités injustifiables sur lesquelles elle repose, parce que les inégalités sont injustifiables. Je ne connais pas d'égalité justifiable pour ce qui me concerne. Si, tu en connais? Non, mais non, j'en connais pas, mais moi j'ai souvent entendu dire, bah oui, mais presque comme tu viens d'évoquer à propos de Balkany, dire à un moment, bah oui, c'est comme ça, bah, il faut des pauvres. Moi je l'ai entendu vraiment, mais parce que tu pousses, la personne essaie de se défendre, et puis à un moment donné, se rendant compte que bah non, elle a pas d'appui. Bah oui, bah il faut des miséreux, il faut des pauvres, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est, comme tu dis dans le livre, il y a souvent ce petit argument finalement qui revient, c'est l'époque qui veut ça. Oui. Tu vois, et ça, bon, on voit qu'on atteint la limite de la réflexion à ce moment-là. C'est vrai que je fais une aparté sur un point de vue que j'ai. Moi, quand j'ai lu ces deux romans, ces deux essais, pardon, effectivement, parce que non, parce que je pensais au roman, je me disais, je faisais le parallèle avec le roman. Pour moi, ces deux essais, c'est aussi des essais sur la langue. Voilà, j'ai vraiment, c'est un essai sur la langue. Comment la langue, voilà, elle sert à falsifier, comment la langue elle sert à se justifier, comment la langue elle sert à entuber les autres, quoi, en gros. Et du coup, je me posais la question, et je te pose la question, alors vraiment très grosse, très large, comment on fait pour résister à ça? Comment on fait pour résister à la facilité de ne pas tomber là-dedans? Je te pose la question parce que tu travailles beaucoup sur cette... Enfin, pour moi, il me semble que tu travailles beaucoup sur cette notion de résistance. Quand tu fais Autonome, ton documentaire, où donc tu suis dans la Mayenne des individus qui ont décidé d'essayer de vivre en autonomie, donc en dehors de la norme occidentale d'aujourd'hui, consumériste, etc. Ils résistent en quelque sorte. Il y en a qui sont dans la résistance à, ne pas céder à. Ton dernier roman, qui est Un enlèvement, où tu racontes une petite famille bourgeoise qui part en vacances, et là tu en fais à mourir de rire, vraiment. D'ailleurs, parenthèse, moi ce que j'aime beaucoup d'abord dans tes romans, y compris dans ces essais, qui comme c'est très grave, enfin, on n'est pas dans le... c'est pas Fab Caro, quoi. Il y a quand même de l'humour, et il y a toujours de l'humour. Et bref, Un enlèvement, il y a Louis, donc cette famille, il y a une famille bourgeoise qui est, voilà, la performance, le high-tech, tout tralala, et ils ont un petit enfant qui refuse de lire. Il a quoi? Je sais pas, il a 7-8 ans? Non, un peu plus, c'est ça? Et il refuse de lire, de savoir lire. Voilà, il veut pas, donc ça fout en l'air les parents. Donc Louis résiste. À quoi? Bon. Tu parles beaucoup dans tes deux essais du féminisme. Tu prends souvent comme exemple également de résistance. Et donc je reviens sur ma question, comment on fait, tu vois, comment on peut faire pour résister à ça? Je suis pas très bien, comment dire. Moi, tout ce que je peux produire comme réponse à ça, ce serait pas une réponse prospective, c'est-à-dire mode d'emploi, tu vois, mode d'emploi de la résistance. Ça serait plutôt, qu'est-ce que je peux observer qui ressemble à ça? Voilà. C'est ce que, voilà, d'où Autonome. Autonome, documentaire, donc c'est bon, il y a une part de fiction, mais je passe. Globalement, ces gens existent, quoi. Ils font des trucs. Et ils ont réussi, en partie, puisque c'est jamais complètement achevé, le processus d'autonomie, ils ont réussi à s'extirper en partie du système marchand. En tout cas, voilà, de espèce de marchandisation de leur quotidien, quoi.
Ils l'ont fait, ils le font. Donc il faut garder ce qu'ils font. En fait, moi, c'est là-dessus que je pense que les écrivains peuvent servir un peu la cause, j'ai envie de dire, en tout cas participer, apporter leur petit tribut à l'effort collectif d'essayer de s'extirper. Bah, c'est au moins de convoquer leur petit talent d'écriveur et de narrateur, en disant il se passe ça, je le décris, alors le documentaire le fait aussi très bien. Bon, bah donc je peux raconter ça, quoi. Je peux regarder là où ça résiste, quoi. Mais presque pour moi la résistance, faudrait un peu découpler ce mot de la monumentalité que lui a donné son passif de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, un corps qui résiste, c'est un corps qui échappe, quoi. Et c'est ça qui me passionne, c'est de voir comment un corps n'est pas réductible à l'ensemble des procédures de contrôle ou d'arraisonnement et d'aliénation qui sont à l'œuvre dans tout le corps social, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément d'instances comme ça qui agissent pour nous embrigader, en tout cas pour nous embarquer, pour nous mettre dans des cases, pour nous enfoncer dans des sillons de carrière, des sillons économiques, des sillons sociaux, des sillons idéologiques, plein de choses. Et puis il y a la technologie qui depuis quelques décennies est devenue un agent de contrôle et d'embrigadement des corps tout à fait redoutable, quoi. Tout à fait redoutable. Alors c'est quoi un corps qui échappe ? Il y en a qui échappent. Alors effectivement, à partir de quel moment moi j'échappe, par exemple ? Moi j'ai l'impression que j'échappe quand je lis. Ouais. Parce que quand je lis, je suis pas devant mon ordinateur déjà, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà une performance, ce qui va devenir une performance tout à fait rare dans les années à venir. On passait 10 heures à lire par exemple un russe, tiens, puisqu'on parlait de Dosto. Ouais, là mon corps est en résistance, quoi. Parce qu'il est dans une rythmique qui n'est pas celle de l'époque, qui n'est pas celle de la marchandise, qui n'est pas celle de la performance, qui n'est pas celle de la rentabilité du temps. C'est du temps perdu, Dostoïevski. C'est du temps perdu. Il n'y a pas grand chose à en faire. Je ne peux pas rentabiliser Dostoïevski derrière. À part en écrivant une critique dessus qui serait rémunérée, ce qui a pu m'arriver dans ma vie, mais ça tient à ma position sociale un peu particulière, où je peux faire commerce parfois de la littérature, tu vois, mais ceci étant posé, non, quand tu dis c'est de la perte, et moi j'aime beaucoup, là où il y a de la perte, il y a quelque chose qui échappe à l'hyper-rentabilité ou rentabilisation de tous les minutes de notre quotidien, tu vois, où c'est-à-dire toujours que tout puisse se monétiser. Dès lors qu'on échappe à ça, bon voilà, alors moi je vais dire c'est la lecture ou autre chose, passer, je sais pas, 9 heures à regarder le documentaire de Wang Bing qui s'appelle À l'Ouest des Rails, documentariste chinois que je recommande, qui fait toujours des films comme ça de 8, 9, 10 heures, bon j'adore, quoi, tu vois, des Chinois, c'est super. J'aime bien regarder les Chinois, moi c'est des Chinois de Chine, oui, ceux-là, oui, contrairement à ceux dont tu parlais tout à l'heure au déjeuner. Il me parlait d'un cinéaste coréen qu'il appelait un cinéaste chinois. Oh là là, t'es chichiteux, François, qui me dit, ouais, ça va, quoi. Ouais, je te casse. Et encore, je pourrais en raconter l'autre. Moi aussi. Donc voilà, alors il y a un personnage qui a beaucoup fasciné les geeks comme moi dans l'histoire de la littérature, au point même que par exemple Deleuze en avait écrit des trucs, enfin c'est devenu presque un cliché, c'est un personnage d'un petit roman de Melville, Herman Melville, Moby Dick et blabla, Bartleby, et non pas Barbery, qui est... voilà, c'est pas Muriel Barbery. Non, c'est un tout petit livre comme ça qui doit faire 80 pages, Bartleby, et qui a beaucoup fasciné parce que là on avait presque pour dire comment parfois c'est une force d'inertie qui peut être la résistance. C'est-à-dire, Bartleby est un scribe, il travaille dans une espèce de bureau, fin du 19e aux États-Unis, je sais plus dans quelle ville, sans doute New York. Bon, voilà, il travaille comme fonctionnaire, je sais plus ce qu'il fout, quoi. Il est obligé de recopier des machins, quoi, comme ça se faisait beaucoup. On avait besoin de ce genre de petites mains à une époque avant l'ordinateur, tout ça. Ce que Kafka d'ailleurs a fait toute sa vie, en écrivant, c'était un peu son job, voilà, un petit gras de papier, quoi, et Bartleby est un gras de papier. Et puis son patron lui demande quelque chose, un moment, il lui demande s'il pourrait pas changer de bureau, c'est pas ça, mais c'est l'équivalent. Et Bartleby, qui parle jamais, il parle très peu, il est un peu solitaire, répond « À Wood préfère notre tout ». Alors ça c'est génial, parce qu'il dit pas non, il dit pas oui, il dit... Alors, il y a plusieurs traductions d'ailleurs, les traducteurs qui se sont un peu battus. Je préférerais pas, j'aimerais mieux pas, j'aimerais mieux que pas. Mais Wood préfère notre tout. Et alors, le patron, moi je vais poser une question, j'aimerais bien. Nous on fait des trucs, quoi. Dans la rentabilité, soit on fait ci, soit on fait ça. Mais on fait pas, Wood préfère notre tout, quoi. Moi, il faut que je décide. J'ai une boîte à. Bon, voilà, faut qu'on avance, quoi. Voilà, ça va. Et le Bartleby en question, on lui reprend la même question un peu plus tard. Je caricature un peu le roman que j'ai pas lu depuis très longtemps, mais en gros je vous donne la substance. Il va avoir ce refrain en permanence. Wood préfère notre tout. Quoi qu'on lui demande de faire, il répondra toujours. Et donc il va arriver une espèce de passivité
C'est qu'il finira par ne plus rien faire, ce qui est quand même la résistance absolue dans une boîte, quoi, où il faut faire des trucs. Le faire, time is money, mais aussi to do is money, quoi. Il faut faire des trucs, quoi. Et il fait rien. Wood préfère notre tout. Mais oui, il est d'autant plus désarmant qu'il dit pas non, non plus. Parce qu'à la rigueur, le non, ça c'est ce que disait Deleuze, le non, on peut le récupérer. Finalement, ça devient de la contre-culture ou de la contestation. La contestation, on peut la rentabiliser aussi, parce qu'au moins, elle a le mérite d'être tranchée. Le truc qui a vraiment, alors là, vraiment, qui est tout à fait désarmant pour le système, appelons-le comme ça, j'aime pas le mot, mais admettons, c'est Wood préfère notre tout. J'aimerais mieux pas. J'avais même fait une chanson à une époque, tellement ça me fascinait, ce truc, quoi. Et ben, mon Louis, dans Un enlèvement, c'est un peu ça. Il dit rien, Louis, hein, il parle jamais. Il y a cette famille là, qui est très, très dans la performance, dans la rentabilité. Même en vacances, faut performer. Et lui, il est un point d'inertie. C'est pas tant qu'il dit « moi, je veux pas apprendre à lire »,« non, mais moi, j'en ai marre »,« non, papa, je t'emmerde », il dit pas ça, il dit rien. Il ne lit pas. On constate tout simplement qu'il n'avance pas, quoi. Il n'a pas fait de progrès. À la fin du CP, c'est toujours pas lire. Panique à bord. Panique à bord dans la bourgeoisie, où vraiment, de plus en plus, maintenant, il faut que les enfants à 5 ans parlent 3 langues, fassent un cours de danse, et puis un petit peu d'art plastique, et puis du sport, bien sûr. Enfin, voilà, il faut qu'ils fassent tout ça. Donc moi je crois beaucoup à ça, si tu veux. Il me semble que finalement il y aurait plein de pôles de résistance possibles, y compris des résistances actives politiques évidemment, hein. Mais je trouve que l'inertie, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ça c'est très très désarmant dans un monde qui est un monde du flux. Il faut que ça passe, quoi. Il faut que la marchandise circule. Si tu bloques la circulation, si simplement tu affirmes ton immobilité, alors ça c'est tout à fait, oui, désarmant. Et d'ailleurs, le comité invisible a très bien parlé de ça, d'ailleurs, mais c'était pas les premiers, mais il parlait du sabotage et du blocage comme le geste subversif. Toi, est-ce qu'il n'était plus la grève qui était le blocage? Parce que dans une économie du flux, où le flux lui-même est rentable, si tu bloques le flux, c'est fort. Alors bloquer le flux, quotidiennement, ça peut vouloir dire aussi, effectivement, éteindre son ordinateur. C'est un peu banal, mais ouais. Ah bah, là, ouais. Non, ça te paraît impossible? Non. C'est au-dessus de tes forces. Oui, t'es pas bien? Ouais. Ok. Par rapport à ça, donc à ce que toi tu mets en place pour être dans cette résistance, tu en parles un peu dans Notre Joie également. Tu parles notamment de la vertu de la solitude, du peu. Mais sans tomber dans la flatterie facile. Ouais. Non mais franchement, te gêne pas. Vas-y. Non, je t'ai déjà entendu dire que toi, alors comme tu disais tout à l'heure, t'as pas un mode d'emploi de la résistance, tu ne prétends pas du tout. Et presque tu dis ce qu'on t'as déjà dit en gros, je schématise, mais par exemple même ça, ce genre de rencontre, à évoquer tout ça, c'est un peu vain finalement. Ça sert pas à grand chose pour changer les choses. Non. Voilà. Et pour autant, parce que moi c'est vraiment mon postulat de départ, notamment sur le fait de te faire venir. Mon postulat de départ, c'est de me dire. Postulat de départ. Ouais, mais c'est pas le premier que. C'est le premier que tu notes. Ça fait beaucoup. Ah. Moi, au bout Là, de ouais. Genre postulat de départ, ça va. Mon postulat d'arrivée. Plus, oui. Mon postulat d'arrivée. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. C'est de dire, on fait venir François Bégodeau parce que, indépendamment des valeurs de sa pensée politique qu'on partage, en tout cas que je partage, que Julien partage, ce que tu donnes réellement dans ces essais, c'est de la nourriture, c'est matière à réflexion. Et en ça, pour moi, c'est... Et après, moi, je fais quoi? J'avance dans ma pensée, je l'affine, ça me permet éventuellement de pouvoir discuter avec autrui, éventuellement de lui apporter à lui quelque chose d'autre, peut-être, s'il n'est pas trop bourgeois, ou trop M, ou trop S, à lui dire, ah, peut-être qu'ils me disent, ah ouais, peut-être, t'as raison. Et c'est comme ça, c'est l'analogie à la con, la graine, quoi, la graine de concombre. de courgette. Et même, alors j'avais noté 2 trucs dans ton livre, tu vois, tu dis 2, 3, bon, c'est très riche, mais par exemple, il y a une phrase, voilà, j'en prends une au hasard, hein. On sait que l'Europe n'a pas colonisé par racisme,
mais que le concept de race a été forgé pour légitimer après coup la violence coloniale. Ce qui est premier, c'est la conquête, c'est notre patrie qui sur tout continent fait sa loi. Bah, moi je dis, ah ouais merde, ah c'est comme ça, d'accord, et donc je vais creuser, tu vois, et tes livres, enfin en tout cas tes 2 essais, ça donne toute cette matière à penser à des individus comme moi, et qui du coup, en geste de résistance entre guillemets, disent ah tiens on va inviter François Bégodeau pour qu'on puisse l'écouter, et que ceux qui ne t'auraient pas lu par exemple puissent au moins t'entendre. Et pareil, je me dis c'est éventuellement une petite graine, quelque chose comme ça, ou pas, hein, peut-être qu'ils vont te casser la gueule à la sortie, je sais pas. Voilà, en tout cas, moi je voulais te dire ça parce que du coup j'étais pas d'accord avec quand tu dis c'est un peu vain tout ça, tu vois, c'est pas comme ça que tu dis, mais moi je le prends comme ça, donc non c'est pas vain, c'est pas ça sert à rien quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si t'avais quelque chose à dire. Ouais, je veux bien dire un petit truc. Non mais je précise sur le côté vin, moi je me méfie beaucoup, comment dire. D'abord j'essaie toujours de remettre à leur place les choses théoriques, les choses livresques. Dans la comptabilité politique générale, dans l'état général des choses, les livres sont vraiment des toutes petites choses qui ne vont pas changer la donne. Voilà. Tu vois, là je sors un livre sur l'élection, je le disais tout à l'heure là dans la petite interview. Bon bah je veux dire, ce livre il pourrait être lu par 20 000, 30 000, 40 000 personnes, ça ne changera pas le fait que l'élection présidentielle est une espèce de désastre intellectuel quotidien qui mènera immanquablement à la réélection du parti bourgeois. Voilà. Donc il faut être modeste. Et je pense qu'on est d'autant plus joyeux quand on a bien posé d'abord les choses que nous allons écrire des livres, nous allons en lire, nous allons en parler, sachant que c'est pas là que ça va jouer les rapports de force généraux. Je trouve que c'est très sain si tu veux, parce que faut toujours partir comme ça d'une base, une espèce de... Ce que Gordon, je crois, appelle quelque part un pessimisme méthodologique. C'est pas parce que tu as un tempérament pessimiste, moi je suis ni pessimiste ni optimiste. Pessimisme méthodologique, on va poser que les livres servent à rien, tu vois. Comme ça au moins, tout ce qu'à la rigueur ils peuvent produire sera bon à prendre. Bon. Ça c'est la première chose, tu vois, parce que j'ai trop entendu des gens déçus, ah ben ouais mais bon, la littérature, la philosophie, finalement ça sert à rien, là on est malheureux, on est mélancolique, on se suicide, on n'est pas content. Ou alors, je parle on fait une piscine dans son jardin. Pour moi, c'est toujours l'exemple de la déprime, ça. Complètement arbitraire. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'aime bien aussi rappeler, et ça, tu vois aussi, c'est faire une entorse à l'idéologie capitaliste ou l'idéologie de la rentabilité, que c'est pas parce que quelque chose n'a aucune utilité qu'elle n'a pas d'intérêt. Et donc, par exemple, peut-être un des prix de l'art, et peut-être de la pensée, on va dire en général, elle n'a pas d'utilité, l'art n'a pas d'utilité, et c'est peut-être en cela qu'il est précieux. Et peut-être il faut maintenir, c'est pas un paradoxe simplement pour faire un effet de manche, hein. Je pense que c'est très important de réaffirmer à quel point ça ne sert à rien, et c'est pas pour autant que ça n'est rien. C'est pas parce que quelque chose ne sert à rien que ça n'est rien. Il y a tout un tas de choses dans la vie. Je veux dire, à quoi sert une montagne ? Ça sert à rien une montagne, mais c'est beau. Ça fait partie de la beauté du monde. Et j'aime bien contempler une montagne. Enfin, il y a plein de choses comme ça, on pourrait dire, qui ne sont pas strictement utiles, quoi. Donc, moi, je pense que c'est très très bien de réaffirmer l'inutilité fondamentale des livres, par exemple, puisqu'on parle de ça. Après, ceci étant posé, voilà, je pense que c'est aussi, pour moi, si tu veux, c'est une façon aussi d'être toujours très, comment dire, très ajusté à la situation qu'on vit, au moment où on la vit. Quand tu es en train de parler comme je le fais, dans un lieu comme celui-ci, avec des gens, voilà, donc c'est écoute, bon, je veux dire, si tu t'illusionnes une seule seconde, si tu es en train de te raconter que là, comme tu œuvres un peu pour la cause, enfin, quelque part, quelque chose va naître de ce soir, et que c'est depuis l'île Rousse que va partir la révolution, quoi, un petit peu. Tu te méprends sur ce que tu es en train de faire, donc c'est très très bien de remettre toujours un peu les choses à leur juste place, qui pourrait être une place que moi je ne méprise pas, je ne sous-estime pas, qui pourrait être celle du plaisir. Là, ouais, moi le plaisir est une justification suffisante à faire les choses. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à pontifier comme ça devant des gens, à blablater. Ma foi, si les gens trouvent du plaisir à m'écouter, eh ben voilà, c'est une espèce d'échange de plaisir, par ailleurs gratuit. C'est pas mal. Non mais je veux dire, c'est pas rien d'avoir des échanges gratuits, tu vois. Je suis en train de donner un bonheur fou à les gens, gratuitement. Moi je trouve que je suis un mec exceptionnel. Voilà, c'est ma conclusion de la soirée. Mais ceci dit, en modestie... C'est ça.
Oui, bon. Gratuit. C'est le mot plaisir qui est gênant. Non, c'est le mot gratuit. C'est pas gratuit pour tout le monde. Mais c'est vrai, mais on peut le raconter ou pas On va faire une quête. Bon, il y aurait encore 1000 choses à dire autour en tout cas de cet essai, Notre Joie. Là, je vais le faire bien, que je vous invite tous à lire. Cette formule. François Bunel. Voilà. Je t'ai vu, je maîtrise. 1000 choses, on n'aurait pas le temps, et puis moi-même, j'aurais pas non plus la capacité de rebondir clairement sur tout ce que contient ce livre. Et du coup, pour terminer, avant éventuellement de vous laisser la parole, si vous avez des questions à me poser. Très bonne celle-là. Ça m'énerve, mais elle est bonne. Est-ce que tu peux, en faisant François Bunel justement, nous présenter donc ton prochain roman qui sort le 3 mars. Donc, Ma cruauté, mais quel titre. Vraiment, je trouve que... Quel con. Quel mauvais personnage. Donc ce prochain roman qui sort aux éditions Verticales, tu peux nous en toucher 2 mots ou pas? Bon allez, 2 mots, mais non, mais moi je vais pas du tout dire ce qu'il y a dedans, tout ça. J'aime bien ce bouquin. Est-ce que c'est la suite? Est-ce qu'il y a une suite? Tu veux une suite? Non. Par exemple, un enlèvement, on reste, c'est pas une suite du tout, mais un enlèvement, on reste. Un enlèvement qui vient après Histoire de ta bêtise, je crois. Il n'y a pas de suite évidemment, mais il y a en tout cas une continuité dans ce sur quoi tu tapes. Voilà. Le bourgeois, parce que c'est vraiment ça un enlèvement. Donc c'est ça ma question. Est-ce que là, Ma cruauté a un lien direct avec ton précédent travail? Non, ça serait mensonger de dire ça. Après, les choses ont toujours un peu à voir les unes avec les autres parce que c'est un peu le même auteur qui bosse dessus, donc forcément il y a des trucs qui se... Si, il y a un truc peut-être qui ferait le pont un peu avec Notre Joie, c'est un moment dans la deuxième partie de Notre Joie qui est un peu plus, non pas propositionnel, mais qui est un peu plus genre... J'essaie de compter les forces à disposition, quoi. Je dis qu'une des raisons de ce qu'on pourrait appeler la mise en minorité de la gauche, voilà, on a qu'à le dire comme ça, depuis 30-40 ans en fait dans le champ politique français, et peut-être occidental tout court, une des 1000 raisons, hein, il y a des raisons profondes, des raisons structurelles, des raisons plus contingentes, une raison semi-structurelle, semi-contingente, c'est que la droite aura réussi à nous embarquer dans ce que j'appelle, avec une espèce de grande inventivité conceptuelle, les débats de merde. Voilà, on se sera laissé embourber dans les débats de merde. Parce qu'en fait, c'est ça la lutte politique, c'est pas tant qui aura raison dans un débat donné, c'est qui arrivera à imposer les débats qui lui sont propres. C'est qui arrivera à poser la question là où il a envie, lui, de la situer. Si tu as constitué que la question centrale, comme l'ont fait certains intellectuels en 1989, intellectuels qui se disaient encore de gauche à l'époque, qui depuis ont quand même un peu renoncé par décence à se dire tel. Mais en 1989, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, j'ai tous les noms, hein, on considérait que ce qui justifiait de faire une tribune à 4, et c'était déjà des noms un peu qui avaient une certaine autorité, je dirais, dans le champ, je dirais, éditorial, on vraiment considérait que ce qui motivait le fait qu'ils allaient faire ce geste unique de de liguer leurs forces pour publier une tribune voilà, qui serait entendue et qui pèserait sur le débat, c'était l'affaire du voile. L'affaire du voile de Creil, 1989. Ils ont considéré que c'était vraiment ça l'urgence, quoi. Voilà. Pas du tout le chômage de masse qui était déjà en cours, pas du tout le capitalisme néolibéral qui était en train de fourbir ses premières armes et de déjà faire énormément de dégâts. C'était pas ça. C'était qu'il y avait 2 lycéennes ou collégiennes, je sais plus à l'époque, qui avaient porté le voile, qui avaient posé problème, etc. Voilà. Donc ils ont imposé ça au centre du débat. Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter. Non, mais moi je note un tout, hein, j'oublie rien, je suis comme Lordon. Donc voilà, les débats identitaires ou culturels ou ethno-culturels ou la laïcité, blablabla, ont été remis au centre. Et évidemment, ce qui a été évacué du centre, c'était ce que le camp de la gauche avait réussi à mettre au centre de la question, qui était la question sociale. Hein. Voilà, donc c'est vrai que depuis, on est là-dessus. On peut dire que globalement, les débats de merde dans lesquels... Alors la gauche, dans sa grande bêtise, plutôt que de refuser souverainement à la Bartleby d'entrer dans ces débats de merde, elle y est allée. Et elle a pataugé dedans,
Et évidemment, elle a été perdante. Donc il y a même des partis d'extrême gauche qui se sont quand même déchirés, voire même qui ont implosé sur la question du voile. C'est le NPA. Le NPA, c'est exactement ce qui s'est passé. Il passe de LCR à NPA, début des années 2010, je crois. C'était pas mal, ils avaient un peu le vent en poupe à l'époque, enfin, autant qu'on peut l'être, NPA, c'est quand même minoritaire. Ce qui les a totalement atomisés de l'intérieur, c'est parce qu'il y avait une candidate NPA aux législatives, peut-être qui avait le voile, et donc toute une partie du NPA disait que bah non, faut pas ça quand même, parce que laïcité, puis d'autres qui disaient mais attends, pourquoi pas, c'est important aussi, bref. Ils ont complètement, voilà, on a tout à perdre dans ces débats de merde que nous impose la droite, que nous impose la sphère médiatique, voilà. Alors, pour en venir à ma cruauté, il y a plein d'aspects dans ma cruauté, donc j'y reviens pas, mais il y a un peu, je traverse, le roman traverse pas mal de débats de merde. Simplement, il le fait, je dirais ce que j'appelle une sortie par le haut. C'est-à-dire que je mets en œuvre une situation un peu compliquée dans une fac, autour d'une université, où ces éléments-là de débat vont revenir beaucoup, dans les éléments raciaux, identitaires, tous ces trucs qu'on entend en permanence. Là. Et le roman permet de brasser ça dans une même marmite, quoi, et de t'en amuser. C'est ça que j'appelle sortir par le haut. Donc voilà, je me suis bien amusé à écrire ce truc, quoi, parce que c'est un élément de soulagement, si tu veux, encore une fois, non pas d'entrer dans les débats, mais de les anéantir par la littérature. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que je viens de dire. J'ai pas de désaccord fondamental avec moi-même. Moi qui ai lu les 3 premières pages. Oui, alors tu me disais, pour vraiment achever de faire une très très bonne publicité de ce roman, tu me disais que tu avais lu l'autre jour en te couchant une page et que tu t'étais endormi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un ami. Je te trouve bien prétentieux sur le coup parce que j'ai lu 3 mots et je me suis endormi, pas une page. Mais je me suis dit, c'est génial parce qu'à ce rythme, j'ai pas besoin de racheter des livres. Avant, on avait compté 2029. On m'a dit, ouais, c'est ça, ok. Bon, François, merci d'avoir répondu à mes questions que j'ai trouvées particulièrement pertinentes. Ouais, c'est vrai. Par rapport à lundi, en tout cas, tu vois, j'ai Lundi, quand même. c'était fait. Mais c'est parce qu'on était à Ajaccio. Ouais. Et voilà, ça, tu connais pas encore tous ces trucs-là, mais. Là, t'es un peu chez toi ici. Je suis un petit peu chez moi, accessoirement. J'ai 30% dans les parts du restaurant. J'ai une petite liaison vite fait avec la vite fait, c'est le mot vite fait qui est dégueulasse. Liaison. Alors, est-ce que voilà, vous avez des questions à poser alors pas à moi, je suis vraiment fatigué. Par contre, François Bégodeau, accessoirement, tu veux bien? C'est sympa. Voilà, est-ce qu'il y a des gens... Alors on va pas pouvoir vous passer le micro parce qu'on a un cap d'1m20. Si les gens viennent là. Parce qu'on avait plus de thunes pour en acheter des plus grands. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, monsieur François Bégodeau, avant qu'on aille boire un verre. Oui, restez après, parce que définitivement je me suis ruiné, et on a du vin, et en fait on remercie le domaine Maestrach qui nous a offert ce coup à boire, enfin c'est des bouteilles de blanc, de rouge, de rosé, cuvée et pro, et en rouge qui est délicieux. C'est vrai, délicieux, vraiment. Donc je vous invite à rester ensuite, on vous offre un verre à boire. Et avant cela, si vous avez des questions, de la bière, ouais. Mais la bière elle sera payante par contre. Ouais. Moi j'étais intéressée, bonsoir, merci. J'étais intéressée de savoir qu'en fait je suis venue pour le titre, je ne vous connaissais pas, je suis heureuse d'avoir parlé. Et je suis venue pour le titre, je me demandais quelle était la part de joie dans ce titre, dans cet essai. Alors en fait, Vas-y. C'est un peu difficile pour moi toujours d'aborder ce truc-là parce que la joie, pour moi, c'est un terme qu'on gagne à pas définir. Donc c'est un peu un titre un peu poétisant, une espèce de licence poétique que je m'accorde. Après, pour moi, j'ai une conception de la joie qui me vient un tout petit peu de Nietzsche, un tout petit peu des chrétiens, un tout petit peu de tout ça, une espèce de tambouille un peu perso. Pour moi, la joie n'a pas d'objet. C'est pas quelque chose qui est provoqué par des éléments extérieurs. On n'est pas joyeux parce qu'on est joyeux, par exemple, d'avoir le bac ou de rencontrer une femme ou un homme. C'est pas ça. C'est plutôt, je pense, une disposition, un certain degré de vitalité en soi. Contre un bal toute sa vie.
indépendamment des événements qui nous arrivent, qui nous affectent. Il y a des choses qui nous attristent, il y a des choses qui nous mettent de bonne humeur, enfin qui nous euphorisent. La joie, c'est pas ça. La joie, c'est une vitalité, un potentiel de vitalité en soi qui me frappe chez beaucoup de gens, qui m'a toujours frappé chez certains chrétiens, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout de culture chrétienne, mais je me suis toujours un peu intéressé au christianisme. J'ai même fait un livre un peu sur la question. Et c'était un truc qui me frappait j'avais rencontré des jeunes chrétiens à une époque, quand j'avais une vingtaine d'années. Il y avait un truc qui me frappait chez eux, c'était cette espèce de vitalité, quoi. Alors je me disais, mais c'est la foi qui leur donne ça. Et j'ai fini par comprendre ça en lisant les évangiles un peu, et puis un peu les textes chrétiens, que j'aime bien qu'en fait, ce que les chrétiens appellent la joie, c'est tout simplement la vitalité, quoi. C'était une espèce de force de vie en soi, quoi. Alors, un truc qu'on trouve chez Nietzsche un peu, la vitalité, tout ça. Bon, voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il faut cultiver sa propre vitalité. C'est dans ce sens-là que moi que j'entends la joie. Et encore une fois, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'état objectif du monde, hein, parce que si on devait mettre notre état et notre tempérament, notre humeur au diapason de l'état du monde, je veux dire, c'est pas possible, puisque si vous vous concentrez 20 secondes sur l'état du monde, moi je dirais, est une espèce de vaste plaine où se commettent, à la seconde où je vous parle, des dizaines d'horreurs, quoi. Donc non, je pense que la joie est une modalité. Oui, c'est en fait, par exemple, l'exemple que je prends souvent, c'est j'avais écrit un petit livre quand Florence Aubenas est revenue de détention. Hein. Elle avait été séquestrée, donc comme vous le savez, en 2005. Alors c'était quoi? C'était en Syrie? Non, au Liban? Je sais plus. C'était en Irak? C'était en Irak, absolument. Et donc, elle 5 mois là-bas quand même, bon, donc dur, quoi. Elle est finalement libérée, il y a eu des tractations comme d'habitude, et elle sort, elle fait une conférence de presse, comme font souvent les otages. Et je regarde ça, je connaissais déjà un peu Florence Aubenas, je la lisais beaucoup dans Libé avec beaucoup d'admiration à l'époque. Et donc je regarde la conférence de presse qui était retransmise en direct à l'époque, 2005, et elle fait une espèce de show totalement incroyable, quoi. Elle vient quand même de vivre l'enfer, quoi. Et elle est d'une drôlerie exceptionnelle. Alors, elle a perdu 15 kilos, et je m'étais dit, bon, non seulement c'est sans doute ça qui l'a fait tenir, mais cette femme elle a une vitalité en elle, une espèce de puissance de vie absolument insubmersible, quoi. Alors que je pense que des gens dans la même situation ne seraient pas revenus dans cet état, n'auraient peut-être pas tout simplement encaissé le coup, seraient peut-être morts en détention. Et j'avais fait ça, j'avais fait une espèce d'apologie de la prestation qu'elle avait faite ce jour-là, qui était en fait pleine d'humour en plus. Pour moi, c'était presque une espèce de leçon de stand-up, en fait, de one-woman show, et qui était une leçon éthique aussi, parce qu'elle avait beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, elle ne voulait pas dramatiser, mais parce qu'elle avait cette puissance de vie, quoi. Et c'est très frappant chez les gens. Alors c'est assez injuste, hein, parce si on considère qu'il y a des gens qui ont un degré de vitalité particulièrement singulier, ça veut aussi dire que peut-être il y a des gens qui sont un peu plus déficitaires en vitalité. Là, ça devient cruel. Ça, c'est la cruauté du vivant, quoi. Bon, mais ça existe, quoi. Et c'est dans ce sens-là que, après, dans un sens plus politique, dans le livre, la joie, disons, je me sers de ce mot pour inviter les forces d'émancipation à se concentrer sur les beautés qu'elles ont produites, beaucoup plus que sur l'état désastreux du monde. Parce que je pense qu'il y a quelque chose un peu... Il y a une morbidité qui nous tend au nez en permanence à nous autres contestataires, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de contempler l'ennemi, quoi. On n'arrête pas de registrer quotidiennement ces nouvelles exactions, quoi. Qu'est-ce que nous ont pondu les GAFAM là récemment? Quel est le dernier coup de Zuckerberg? Quel est le dernier coup de Xavier Niel? Le dernier coup de tel gouvernement? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réforme des retraites? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réforme de l'assurance chômage dégueulasse? C'est le désastre du monde, voilà. Donc je pense qu'il est quand même assez précieux de s'appuyer aussi sur ce dont nous avons été capables, quoi, et ce dont nous sommes encore capables, quoi. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi, s'appuyer sur les réalisations effectives de l'émancipation. C'est intéressant, quoi, de se renseigner historiquement sur ce qu'a pu être effectivement le mouvement des femmes. C'est pour ça que j'en parle souvent du mouvement des femmes, parce que je trouve que c'est un des rares mouvements dont on peut dire qu'il aura produit de l'émancipation sans produire beaucoup d'écueils. Ce qui n'est pas exactement le cas de ce qui s'est passé dans certains pays. On ne pourra pas dire, je ne vois pas de dommages collatéraux de l'émancipation féminine depuis 100 ans. Donc je trouve que ça fait modèle pour moi. Donc c'est intéressant de se raconter cette histoire-là, de voir par où c'est passé, c'était qui les suffragettes, c'était qui les féministes américaines des années 50.
voilà, se raconter plutôt ces histoires-là plutôt que de se re-raconter en permanence l'étendue de la dégueulasserie du monde, quoi. Tu voulais lire un petit passage? Bah ouais, t'as une vraiment, tentation comme ça de lecture? Bah c'est ce que j'ai lu pour ça. Oui. Ça donne. Oui, c'est le fameux passage. Ouais. Ouais. Bah, je sais que tu n'aimes pas toi. Non, mais moi je l'aime beaucoup. Bah oui. En fait, bah, tu listes comme ça, tu énumères ce que tu viens de citer, à savoir voilà, les réalisations, les réussites réellement de tous ces combats. Et c'est une sorte de... Ça l'harcèle un peu là. Ouais. On n'aime pas ça. C'est toi, hein. C'est tout, c'est moi qui Ouais. Tu viens de prendre la bouteille d'eau, ça a fait ça. Hein. Ça l'harcèle. Voilà. Ah ouais. Eh oui. Ah non. Tu peux me redire le nom de cette figure de style l'anamorphe? L'anaphore. Mais je t'écoutais pas en fait lundi. Ah là, et le mec est pas... Je t'écoutais pas lundi dernier en vérité. Donc en fait l'anaphore, c'est une figure de style de répétition. Et pour illustrer ce que tu viens pour illustrer ce que tu viens de dire, donc il y a 2 pages dans ton livre où voilà, nous avons pu la marche des femmes sur Versailles. Nous avons pu la Constitution de 1793. Nous avons pu la conjuration des égaux dont l'échec n'annule pas l'élan. Nous avons pu la nuit des prolétaires. Nous avons pu les voyages assoiffés d'Élysée reclus. Nous avons pu le programme de la Commune. Nous avons pu l'amitié de Louise Michel avec les Kanaks. Nous avons pu la démocratie kanak. Nous avons pu la ruche de Sébastien Faure. Nous avons pu légaliser l'avortement et le divorce en 1918. Nous avons pu Alexandra Kollontai. Nous avons pu les communes de Kronstadt et d'Ukraine, que d'autres qui se prétendaient les nôtres ont rasé, mais n'en parlons plus, n'y songeons plus. Songeons que peu après nous avons pu la conversation du Ritz de Barcelone en cantine populaire. La conversion, pardon. Nous avons pu sauver de la famine les fous de Saint-Alban. Et fort de ce miracle rigoureux, nous avons pu la Borde. Nous avons pu ici et là éprouver ce qu'un corps peut. Nous avons pu le groupe Medvekin. Nous avons pu le combat des foyers Sonacotra. Nous avons créé des squats partout où nous l'avons pu. Partout où nous l'avons pu, nous avons déjoué leurs impostures minables. Nous avons pu cette phrase d'une syndicaliste anglaise à un patron pendant la grève des mineurs: n'insultez pas l'intelligence de la classe ouvrière. Nous avons pu l'intelligence, souvent défaite mais toujours victorieuse, d'avoir lieu. Nous avons pu Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, leur film, leur amour innervé de film, leur film innervé d'amour et de colère aussi bien sûr, mais ajusté par l'amour. Nous avons pu les free food des Diggers, nous avons pu Angela Davis et Jean-Patrick Manchette dans un même pli de l'histoire, notre décennie faste. Nous avons pu rassembler 343 salopes, pas une de moins. Nous avons pu le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Nous avons pu l'éducation populaire dont Rabat Hammerzaimesh est advenu. Nous avons pu coaliser les chômeurs à l'orée d'un nouveau siècle. Nous avons pu faire pousser Justine dans un champ de patates de Treillère. Nous avons pu high risk behavior. Nous avons pu occuper Wall Street. Nous avons pu la coprésidence homme-femme au Rojava. Nous avons pu Anassa Kazib. Nous avons pu les conseils de bon gouvernement au Chiapas. Ils durent encore. Chaque année qu'ils durent et s'étendent, nous gagnons en confiance dans notre capacité de durer. Ainsi, nous persistons. Nous nous organisons. Tout le possible l'est devenu par quelques-uns qui, s'organisant, se prêtent force. Alors, ce que j'avais dit, c'est que ce que je trouve extraordinaire, ça n'engage que moi évidemment, c'est que quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, la quiche, je ne connais que 10% des événements qu'il cite. Et en fait, très vite, cette honte personnelle s'est effacée devant le bonheur absolu que j'ai ressenti en lisant ces lignes. Parce que c'est ce que tu dis, quoi. C'est les réussites, c'est tout à coup tu lis ça, alors, ouais, t'as raison, l'état du monde c'est de la merde. Et tu lis ça avec en plus voilà ce côté la litanie comme ça, ce côté répétitif. Ben, moi je trouve ça bouleversant. Voilà. Je trouve que voilà, j'ai rien d'autre à dire. T'as envie de le dire quoi parce que je trouve que c'est très fort effectivement. Et on est sur la deuxième partie de ce livre. Bref, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on aille boire des coups? T'as une question? Alors j'en ai quelques-unes, mais je les garde. Dommage. Alors, c'est Bartleby en fait. Ah voilà. je ne préfère pas les dire.
Non, j'ai une question sur les mouvements actuels de l'extrême droite. Enfin, je trouve qu'il y a peut-être est-ce un moyen de survie de créer un récit qui essaie de créer une inertie par rapport à une vague contemporaine, à une vague linguistique, à une vague idéologique, qui n'ose même pas avancer à découvert. Ouais. Et je trouve que ça doit être, je trouve que c'est sans doute extrêmement difficile de faire face à quelque chose qui n'avance pas à découvert, et que les mots sont pas à la portée de tous, et peut-être que le récit est un moyen, un refuge, peut-être un refuge nécessaire, peut-être pas le meilleur, je ne sais pas dire qu'il était efficace, enfin je ne sais pas s'il est efficace, mais en tout cas peut-il faire rassemblement et mini-humanité quand on ne sait plus comment faire. Et quel genre de récit, par exemple? Des récits vraiment écrits et non, qui raconteraient non, non, quoi? non, dans les comparer, enfin, les récits d'extrême droite, d'un ensemble de constructions, on va dire, qui ne sont pas forcément, effectivement, qui peuvent se décrocher du réel, mais enfin, je pense réellement que, alors je ne sais pas si c'est les langues ou les mots, mais enfin, permettent d'affirmer une liberté, même quand il faut s'en démarquer, même si elle est fausse, mais ça fait partie du champ politique. Et ce qui est exercé par d'autres pouvoirs et d'autres puissances, pour s'en protéger, peut-être faut-il aussi créer ses propres constructions, même si elles sont pas corrélées au réel, et surtout d'ailleurs, c'est une sorte de maniement d'un contre-pouvoir face à l'exercice d'un pouvoir violent, et à des mots qui sont faux, qui sonnent faux, des débats de merde, des mots de merde, une connerie de merde. Ah oui. Non mais il faut pouvoir faire face, c'est pas évident. Je pense que c'est sincèrement pas évident. Ouais. Et que, voilà. Et je vais continuer à réfléchir. Non, est-ce que finalement, il n'y a pas des refuges qui sont forcément dans des récits qui ne sont peut-être pas structurés, qui ne sont peut-être pas corrélés au réel, mais qui sont peut-être une seule mode de survie? Mais moi, j'ai pas de problème avec ça d'un point de vue individuel. Si jamais on étouffe dans un certain contexte social ou idéologique ou de discours qu'on considère comme absolument toxique, étouffant et qu'on s'en sort pas et que vraiment on se sent agressé par cette hégémonie de certains mots toxiques, enfin, voilà, etc. et de débats de merde et blabla. Si une solution individuelle ou une ou un échappatoire, je sais jamais, l'échappatoire consiste à, par exemple, se réfugier dans des récits alternatifs, fictionnels, science-fictionnels, fantasmagoriques, oniriques. Moi, je trouve ça très bien, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui trouverait dans la poésie orientale une façon de se soustraire à une sorte d'ambiance totalement morbide et ben moi je prends tout, moi je prends tous les modes d'échappatoire, quoi. Et si ça doit être ça, ça doit être ça. Après c'est sûr que moi je crois qu'il y a aussi une façon, il y a une autre façon de, comment dire, enfin ça rejoindrait un petit peu ce que j'essayais de dire sur ma cruauté là, mon roman, mais moi je vois bien que ma parade à moi, mais avec mes moyens à moi, ma parade personnelle, hein, je dirais, hein, comment je m'en sors là-dedans, comment je maintiens ma joie, je dirais, c'est précisément en essayant de bien comprendre à quoi j'ai affaire, quoi. Moi ça va être un geste intellectuel, en tout cas d'élucidation. C'est-à-dire que pour moi élucider un truc, c'est toujours un peu, d'une certaine manière, une façon de le neutraliser ou d'en neutraliser la toxicité. Mais je pourrais le dire tout autant d'un fait divers, par exemple. Un fait divers peut avoir un aspect absolument sordide. Souvent, d'ailleurs, un fait divers. Une façon d'encaisser cette horreur, c'est pratiquement d'essayer véritablement de rentrer dans l'affaire et de voir, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que Nordal Lelandais? C'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fabrique un Nordal Lelandais? Parce que sinon, on ne peut que rester quoi et transi, et interdit plutôt, devant l'horreur. Parce que là, pour le coup, il a fait fort, quoi. Et on ne sait pas tout, visiblement. Bon, moi, c'est une façon que j'ai de m'en sortir. Au moins, on va essayer de produire des gestes de compréhension, quoi, des gestes d'élucidation, autant que faire se peut, parce que je pense qu'à un moment aussi, ce genre d'horreur auront toujours une part de mystère, une part de vertigineuse, abyssale, quoi, insondable, que peut-être la littérature d'ailleurs peut prendre en charge. Ça,
Ça, je pense que ça peut servir à ça, la littérature. C'est que ça ramasse, c'est ce que dit Quignard d'ailleurs très bien à un moment dans un de ses bouquins, il dit la littérature, elle ramasse les morceaux dont personne ne veut, quoi. Les trucs dont la société peut rien faire, dont même n'importe qui ne pourrait rien faire, même les camps progressistes, les camps émancipateurs, il y a vraiment des trucs dont on peut rien faire qui seraient une sorte de part d'obscurité de l'humanité, quoi. Ça, la littérature ou l'art, elle peut récupérer ce truc-là et en faire quelque chose, au moins des œuvres. Dostoïevski, on pourrait y aller. Voilà, moi, c'est vrai que moi, mon réflexe à moi individuel, mon tempérament individuel, ce serait plutôt celui-là, plutôt que de, j'allais dire me réfugier, mais c'est pas le mot, mais de produire des récits, comme vous le disiez. Mais en même temps, on vous accordera le fait que vous êtes professeur de lettres, écrivain, intellectuel, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc cet outil pour... enfin, du moins cette fréquentation de la langue et cette connaissance de la langue donne des outils. Et l'écriture en donnera encore d'autres. Non, non, c'est sûr. En revanche, je pense que peut-être dans ce qui m'apparaît à moi comme une machine de guerre de communication, je pense que ça laisse sidérer, et que ça sidère véritablement, bon nombre d'individus. Oui. Toutes catégories confondues. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et que là, il y a un enjeu qui me semble, alors du coup la littérature certes, mais je suis subjuguée de l'absence, alors du coup, de prise de parole intellectuelle pour dénoncer ce truc. Oh, vous trouvez? C'est un chaos, je trouve que c'est un chaos. Un chaos de mots, un chaos d'invasion, un bruit sans fin. Je pense qu'il y a des intellectuels, puisqu'on va appelons-les comme ça, qui produisent des travaux, de la pensée propre à... Raphaël Antoine, il me dit. Tu confonds la solution et le problème, là. Tu confonds la maladie et le vaccin. Il y a une grande production livresque, intellectuelle en ce moment, alternative, hein, je dirais beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 20 ans. Je pense qu'il y a une vraie vitalité des pensées critiques qui déconstruisent tout ça. Simplement, alors là se poserait un autre problème, c'est ont-elles voix au chapitre et évidemment, les intellectuels organiques du système comme Raphaël Antoven et d'autres, Régis Debray, Alain Finkielkraut, ont particulièrement squatté l'espace depuis 10-20 ans. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que, je veux dire, on n'est pas invité. Ça, on peut pas... on l'est de moins en moins, on est de plus en plus sur liste noire. Là, je dois dire que... Pardon ? Il faut être copain avec Bolloré. Faudrait être copain avec Bolloré, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a plein d'avantages avec copain avec Bolloré, je crois. Mais j'y pense, je réfléchis. Non, en plus, je viens d'apprendre que Tali suspendait son émission. C'est une des dernières émissions où je pouvais aller. Il a suspendu ce compte. Oui. Je sais pas, je suis bizarre ce truc. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir des espaces aussi pour pouvoir... On peut pas lutter, quoi. Je veux dire, ils squattent les antennes et nous, on est là, les petits poussins de gauche, là... et on est marginalisé, vraiment, hein, pour de vrai. Hein, il y a vraiment des effets d'exclusion actuellement, comme rarement, je pense, depuis l'ORTF, quoi. Je crois qu'on vit une drôle d'époque pour ça. Je balancerai un jour factuellement tout ça, parce que j'ai des infos. Mais c'est peut-être un peu trop tôt. Pour l'instant, je me contente de dire que les intellectuels comme Alain Finkielkraut, Régis Debray, Elisabeth Badinter, mais j'ai oublié la quatrième, Elisabeth de Fontenay, je crois. Elisabeth de Fontenay, hein, elle était dans le truc là. Oui, il y avait une Elisabeth de Fontenay, donc une prolétaire, hein, probablement, qui était dans les 4 signataires, les fameux 4 signataires. 1989, je l'ai pas oublié, c'est encore là. Tu vois, c'est une blessure. Une dernière question? Oui. Moi, je voudrais revenir à la liste, ce que tu as énuméré, qui peut être un peu une liste de nos envies et de nos désirs qui ont été assouvis. Si tu as évoqué, je dis tu as dit c'était pas de Tu me dis tu me dis tu. On se marie et puis on divorce. Voilà, ça me paraît un programme en 3 temps qui est pas mal. Donc on est avec le Blues, tu en force. C'est un territoire qui est hyper politisé. Toi, tu as dit que voter, c'était presque un acte antidémocratique. On est en période présidentielle. Il y a des mots pour lesquels tu as une forte aversion, identitaire, etc. Est-ce que tu penses que le mot... Moi, je me revendique comme nationaliste, et je ne le situe pas dans le contexte franco-français. Est-ce que c'est un mot qui te heurte? Est-ce que tu penses que notre préoccupation ici, elle est légitime
ou pas? Ou est-ce que, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est vague pour toi, ou est-ce que tu penses que notre préoccupation, tu peux la comprendre, quoi? On en parlait déjà un petit peu hier avec Lisandre, alias Kali, et je répondais en substance, je vais essayer peut-être de mieux le dire, tiens, ou peut-être moins bien. Moi, c'est vrai que il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans la tradition marxiste, ce que je préfère chez Marx, lui-même, ses œuvres et la tradition qu'il a ouverte, c'est qu'il y a un sens de l'enquête. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plutôt que de tout de suite avoir des grandes théories sur tout, on essaie toujours de regarder qu'est-ce qui joue dans les situations. Et donc, parfois, c'est ce qu'il appelait la dialectique d'ailleurs, entre autres choses. D'une situation à l'autre, les enjeux sont pas les mêmes, les rapports de force sont pas les mêmes. Donc, je vais venir vraiment à ton truc. J'ai l'air de faire de la rhétorique dilatoire. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le nationalisme français de 1913 me paraît une des choses les plus spectaculairement dégueulasses, indigentes qu'on ait pu concevoir, notamment tout le nationalisme européen, je dirais, de la fin du 19e. Mais pourquoi? Parce que d'abord, c'était un nationalisme de nations hyper puissantes, elles-mêmes impérialistes. C'est-à-dire que leur nationalisme voulait dire l'oppression d'autres nations. Donc d'ailleurs, c'était des nationalistes pas très conséquents, puisque tout en glorifiant la nation et l'idée même de nation, ils s'empressaient d'aller spolier les autres nations. Et ils allaient d'ailleurs finir par s'entre-suicider les unes les autres, notamment exemplairement la France et l'Allemagne. Bon. Moi, quand, dans une situation comme celle de la Corse, en tout cas ce que j'arrive à en comprendre, c'est-à-dire probablement le centième de ce qu'il faudrait comprendre, je vois bien qu'on a affaire à un territoire qui est d'une certaine manière sous le joug d'une nation qui s'appellerait la nation française, quoi. Et qu'à ce titre-là, moi, presque en tant qu'anarchiste d'ailleurs, moi je serais toujours dans cette situation-là, telle que je peux la comprendre, du côté de ce qui me semble être un territoire relativement sous contrôle, quoi. J'allais dire opprimé, mais bon, les mots sont compliqués. Je suis pas sûr de pouvoir avoir la responsabilité de parler d'oppression. Mais bon, c'est un peu l'intuition que j'ai. Je dirais d'autres régions de France d'ailleurs par le passé où voilà, je parlais de la Bretagne tout à l'heure, il y a eu des effets d'oppression, hein, les petits Bretons qui on interdisait de parler breton, je vois à peu près de quoi il retourne, quoi. Donc moi dans cette dialectique là et dans ce rapport de force, moi toute ma sympathie